Eh bien, messieurs, dames, bonjour. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma petite chaîne YouTube avec un frérot que vous connaissez bien, même très bien, j'ai envie de dire, si vous suivez un peu ma chaîne comme il faut. Il s'agit de Stan, mon frérot. Bah, on a déjà parlé, hein, mais comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, nickel, nickel. Écoutez, là, on souhaitait faire une petite vidéo. J'avais proposé ça à Stan parce que on va revenir un peu sur ce qui a été un peu la meilleure compète de ta vie, si je ne m'abuse, hein. Ah non, non, t'as totalement raison. En même temps, vu Grand Ouest. Mais non, ouais, je trouvais ça important parce que Stan, il a eu pas mal de gros enjeux pendant sa prépa, notamment au niveau mental où toi tu seras le plus à même d'en parler, même niveau nutrition, etc. Voir ce que Stan il a mis en place pendant sa prépa, je pense que ça peut en aider plus d'un. Et même parler de manière générale, bah, moi de mon aspect coach, ce que j'ai mis en place, et toi de ton aspect athlète, ce que tu as mis en place aussi, c'est important parce que c'est vrai qu'on est pas mal à se valoriser en disant voilà ce que je mets en place pour que ça marche, etc. Mais en vrai de vrai, le coaching, c'est du 50-50. C'est toujours ce que j'ai Ouais. eu tendance à dire. T'as un athlète qui est motivé, t'as le coach qui fait ce qu'il faut. T'es sûr que ça va péter tôt ou tard. Mais c'est important de le mettre en perspective et surtout avec quelqu'un d'aussi rigoureux que toi, j'ai envie de dire, mon frérot. Donc, écoutez, avant que ça commence, on pose les bases quand même de l'intro. On n'oublie pas le like, le commentaire, partager la vidéo, évidemment, et vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur ma chaîne YouTube. Mais surtout, abonnez-vous à Stan sur Insta. Et ça va rejoindre un peu la petite présentation que tu vas pouvoir nous faire de qui t'es, de ce que tu fais, etc. Enfin, tout ce que tu trouves bien à dire, n'hésite pas à le dire, mon frérot. Je viens d'avoir 21 ans en septembre, donc je suis quand même assez jeune, mais j'ai commencé les sports de force assez tôt, avec du coup un peu de street workout. Bon, c'était léger, c'était quand j'étais assez jeune. J'ai enchaîné avec la force athlétique, donc j'ai eu une bonne base pour les sports de force. Et au bout de 2 ans, je me suis mis au street lifting. Là, ça va bientôt faire 2 ans. J'ai toujours aimé le domaine de la musculation, mais encore plus du coup de la force. C'est ça qui m'a vraiment donné envie de me dépasser. C'est pour ça que là, je suis à fond dans le street lifting. À côté de ça, je lance aussi quelques projets entrepreneuriaux. Là, j'ai par exemple des séjours. Je fais des séjours déconnexion pour principalement les entrepreneurs, mais aussi d'autres personnes. Et encore plein d'autres projets, mais bon, ça fait beaucoup. Tu vas pas spoil. Ah ouais, ouais. Pour l'instant, c'est en construction, mais ça avance un petit peu. Et du coup, ouais, j'ai aussi fait mes études dans le sport parce que c'est vraiment ce qui me plaît. Vu que j'étais à Rennes, j'ai rencontré Lohan à RBC. Et c'est là où on a discuté et on a commencé le coaching en janvier dernier. Il m'a accompagné pour ma première compétition officielle, on va dire, à FNSL Bretagne. Et justement, bah, pour l'instant, c'était à ce moment-là où je m'auto-prograis encore. On a fini premier. Donc Hmm. c'était déjà une très belle victoire pour une première comp. J'étais très content. Et ensuite, bah, je sais pas si tu veux que je raconte déjà la première prépa pour Bah, FNSL Grand je Ouest. pense qu'on peut commencer avec le sujet parce que c'est vrai que quand on envisage une prépa de comp, t'as toujours le point de départ. Donc toi, en Ouais. l'occurrence, l'avantage c'était que ton point de départ c'était à FNSL Bretagne où t'as démarré le coaching juste après. Après, il y a eu effectivement Grand Ouest où Grand Ouest c'était pas forcément les mêmes conditions que les espoirs qu'on a préparés. Bah, si tu veux revenir un peu dessus carrément, en dehors de la prépa, même de la comp et etc. Ce qu'il y a à savoir d'important pour la suite, on va dire, de la vidéo. Donc du coup pour FNSL Bretagne, l'objectif c'était déjà, je sais pas s'il y avait besoin de faire des minima pour se qualifier à Grand Ouest, mais en tout cas ça Ouais. permettait déjà de me jauger. Et bah, c'est surtout aussi pour acquérir un petit peu d'expérience. J'avais jamais fait de compétition, hors une compétition que j'avais fait en décembre, ce qui faisait que j'avais enchaîné deux compétitions en à peine un mois. Et sur mon dips à 120 kilos lors des Bretagnes, j'ai un peu forcé et j'avais beaucoup moins de contrôle que maintenant quand j'arrive en bas du dips. Et ça a fait que juste après la compétition, j'avais des douleurs, des douleurs à l'insertion du pec. Donc on a dû directement prendre ça en charge. Justement, Lohan il m'a bien aidé là-dessus vu qu'il a déjà aussi eu ses problèmes. Du coup, on a directement mis un protocole en place. Forcément, on savait pas trop d'où ça venait. Bon, on savait que ça venait du dips, mais moi j'arrivais pas trop à définir quel muscle c'était en gros la douleur parce que ça a pas mal traîné sur toute la prépa pour Grand Ouest. Et Grand Ouest aussi, on visait du coup s'il y avait la possibilité de se qualifier aux France dans cette optique-là qu'on s'était préparé pour Grand Ouest. Et sur cette prépa, j'avais aussi d'autres projets à côté. J'avais pas tout mon temps qui était consacré à la prépa. J'avais d'autres projets à côté, ce qui faisait que c'était pas ma priorité. Et je pense que c'est ça qui a beaucoup impacté ma performance. Déjà la prépa, c'était assez compliqué vu que j'avais beaucoup de changements d'environnement, changements de salle. Je pouvais pas forcément faire beaucoup d'entraînement. Bon, c'est déjà assez bien, mais j'étais à 4 entraînements par semaine, alors que j'ai souvent été habitué à en faire 5. J'ai dû réduire la fréquence. Donc ça a fait que j'étais moins investi sur cette prépa. Et en plus de ça, j'avais aussi des douleurs dès le départ par rapport au dips. En gros, ça, c'était Ouais. un peu le point de départ après Bretagne. Et donc ensuite, voilà, la prépa, elle s'est quand même bien passée, hein. On a travaillé
sur tous les aspects. Et après, est-ce que je raconte déjà un petit peu ce qui s'est passé à Grand Ouest ou... Bah, on peut parler, ouais, je vais redire un peu ce que t'as dit, mais c'est vrai que on a eu un contexte qui était particulier en sortant de Bretagne. Prise en charge des blessures, de toute façon, c'est la priorité, hein. Quand il y a une prépa comp, il n'y a pas le choix. Ça, comme tu l'as dit, l'avantage, c'est que j'avais eu la même blessure que toi, donc ça a été assez rapide de traiter ça. Mais pour autant, c'est le genre de douleur. La jonction myotendineuse, c'est une douleur que pas mal de personnes peuvent avoir sur une mauvaise gestion de l'excentrique ou sur une perte de contrôle, comme tu l'as dit. C'est une douleur moi-même qui a pété où je me suis fait une petite rupture. Mais en vrai, une fois que ça a été fait, on a réussi à réduire les douleurs, sauf qu'il y avait l'enjeu qualif pour les France. Et donc c'est là où je pense que ça a commencé aussi ce qui va suivre avec la compète. Donc je te laisse en parler aussi. Ouais, bah du coup sur la compète, déjà il y a aussi un autre truc à prendre en compte sur l'alimentation. J'avais du coup une très mauvaise composition corporelle vers février, du coup un mois après la compétition. La compétition, j'ai dû faire des cuts sur les deux premières compétitions. J'avais un poids de forme environ à 75-75,5 et Mm. du coup je devais descendre en dessous 73, ce que j'avais réussi sur les deux premières compétitions. Mais je me suis rendu compte que pour la troisième, justement pour Grand Ouest, j'étais à environ à 76 de poids de corps avant de commencer une phase de sèche, déjà au niveau de la diète, ce qui était assez compliqué parce que mentalement, je m'étais pas forcément préparé à faire une sèche aussi importante. Donc ça m'a déjà impacté mentalement par rapport à ça. Et ensuite, c'est aussi avec le water cut, parce que j'ai fait un water cut pour arriver au poids. Ça s'est pas très bien passé, en tout cas je l'ai mal vécu, ce qui a fait que le jour J, j'étais pas dans mon meilleur état de forme. J'aurais pu mieux gérer aussi ma diète sur toute la prépa, ce qui était pas vraiment le cas. J'ai fini un poids de corps trop sur la prépa, donc ça m'a pas aidé pour être en forme le jour J. Sur les performances, on devait jouer le match avec du coup trois autres concurrents qui étaient déjà très bien Bien loin. placés, bien loin au compte solidaire. Donc c'était assez compliqué de se projeter sur une bonne place. Mais c'était l'objectif qu'on s'était fixé. On s'était dit, on veut à tout prix les France, à tout prix avoir une bonne place. Ce qui a fait que on voulait aller pousser au maximum sur chaque lift. Mm. Et c'est ce qu'on a fait. Malheureusement, au muscle up, c'est pas passé à grand chose. J'ai raté mon troisième essai à 27,5. Pour les tractions, ma forme n'était pas aussi haute que ce qu'on avait prévu. Donc Mm, mm. on met 67,5, ce qui était mon père de Bretagne. On remet pour Grand Ouest. Sauf que je valide pas. Ensuite, du coup, pour les dips, 120, je le fais en deuxième essai et ça monte très bien. On met 125 du coup pour le troisième essai. Et du coup, je rate aussi. Et après, le tout pour le Bah le squat, Scott. et ma petite bête noire, les 200 au squat qui me faisaient tout le temps très peur pour les compétitions. Sur mes deux compétitions précédentes, j'avais tenté les 200 qui n'étaient... non, même la deuxième, j'avais même pas tenté. Mais à chaque fois que j'avais 200 en tête sur les compétitions, ça marchait pas. Et cette fois, ça n'a pas raté non plus. Donc troisième essai encore raté. Donc pour le récap de cette compète, seulement les deux premiers essais validés à chaque fois. Parce qu'on a essayé de pousser au max de chaque lift, ce qui a pas forcément conclu. Mais au final, c'était quand même une très bonne expérience. Déjà pour me confronter à mes limites. Me confronter aussi à des personnes bien meilleures que moi, qui franchement avaient un niveau largement au-dessus. Notamment du coup les deux premiers qui ont fini au championnat de France. Donc Mm. clairement, il y avait du très gros niveau. Et au-delà de ça, ça m'a aussi changé mentalement, parce que c'est Loan qui m'avait beaucoup aidé là-dessus. Pendant la compétition, j'avais du coup beaucoup de stress par rapport aux performances que je me disais de faire. Forcément, c'était pas un bon état d'esprit sur le moment où j'étais pas au top. Il m'a juste dit prends du plaisir et kiffe la compétition. Et je pense que c'est à ce moment-là où ça a fait un petit switch dans mon mental, où malgré, parce que du coup il m'a dit ça après les tractions, et malgré le fait que j'ai raté mon troisième dips et mon troisième squat, j'étais quand même heureux de la compétition que j'ai fait et quand même heureux d'être là et de juste me donner au maximum, quoi. Ouais, c'est clair. Je Bah pense que surtout l'aspect qu'on mental, ça a mm. beaucoup d'impact sur comment on perçoit les choses. Ouais. Et surtout qu'on finit avec un PR négatif en compétition par rapport à ce que tu avais fait, mais l'avantage c'est vrai que quand on en avait discuté, on s'était dit bah voilà, il y a des étapes qui sont importantes. C'est vrai qu'aujourd'hui aujourd'hui on est arrivé avec de grosses ambitions en se disant bon, on va aller viser les France et il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que tu étais dans une catégorie qui était quand même sacrément compétitive. On était prêt au résultat. Je pense que sur le muscle up et le traction, tu t'attendais à ce que ça se passe mieux que ça. Mais Ouais. une fois que, ouais, effectivement, t'as compris que dans tous les cas, il fallait prendre du plaisir. T'avais plus peur de l'échec et ça, c'est important aussi. Parce qu'en vrai, l'échec, je pense, en prépa mentale, il y a des gens qui vont l'aborder par peur. Ils vont avoir peur d'un échec et une barre qui devrait passer. Normalement, s'il n'y avait pas de pression, elle va pas se passer, en fait, comme prévu. Elle va pas passer du tout, même. Et au contraire, il y a des gens, par peur de l'échec, ils vont faire n'importe quoi ou peut-être ça va les galvaniser. Mais en vrai, il y a deux choix. C'est soit on arrive à se mobiliser déjà de base en se disant, effectivement, l'objectif c'est de prendre du plaisir parce qu'on fait le sport avant tout pour prendre du plaisir, ou effectivement, on arrive à avoir des expériences comme celle-ci qui te permettent de dire, ok,
en fait, l'échec, il se passe rien après, quoi. C'est pas si grave, parce que pour le coup, même toi, t'étais dans une position qui était quand même ok. T'étais pas le challenger, t'étais pas celui qu'il fallait aller chercher, qu'il y avait des outsiders derrière toi et que tu floppes ta compète. Et là, par contre, c'est vraiment chiant. T'étais le gars qui avait rien à perdre, tout à gagner. Donc, au final, tu t'en es sorti dans une bonne position et surtout avec des bons enseignements pour la suite qui ont été importants parce que bah après on sort de cette compète là et on se dit bon qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, et on se fixe en tête directement l'échéance des espoirs pour laquelle là on est sur le cœur de la vidéo, mais c'est direction les espoirs. Donc là on sort de la compète, tout se passe bien. Moi en termes de construction et de volume, je savais déjà où j'allais t'emmener. Donc c'est là où on dit le 50-50, c'est-à-dire que moi j'avais déjà le plan en tête de ce qu'il fallait améliorer, de ce qu'il fallait faire progresser et les voies d'accès par laquelle on allait aller jusqu'à un certain résultat. Donc évidemment, par exemple, je reprends les tractions. On a remis beaucoup de volume sur tes tractions pour te faire travailler sur une technique que tu avais déjà commencé à consolider, mais c'est une technique qui prenait du temps à avoir. Et une fois qu'elle était là, bah évidemment ça prenait du temps pour aller chercher des kilos supplémentaires. Ensuite, pour ce qui est du muscle up, il y a eu le passage poids devant. Celui-là, on l'oublie pas, il a quand même bien aidé aussi. Mais ce passage poids devant, t'avais les leviers pour l'utiliser, donc forcément il fallait qu'on bouffe de la répétabilité à fond sur pas mal de formats. Et même la technique de manière générale qui est venue assez vite et assez naturellement chez toi. Et après, bah ce qui est du dips, on avait quand même une réhab à finaliser. Et on avait aussi du beau boulot à faire pour te permettre de pousser les 125 ou plus, on va pas spoiler. Et le squat reprendre en confiance parce que c'est vrai que la barre des 200 en fait fallait aller la chercher tôt ou tard. C'était très chiant qu'elle soit pas tombée cette barre là alors qu'on savait que t'avais les capacités de le faire. Bah là effectivement, ce qui a été complexe avec Grand Ouest, c'est qu'en vrai t'as toujours été impacté énormément par tes cuts sur le push. Bretagne, je me souviens quand on t'avait mis 195 sur la barre, tu l'as fait une première fois avant de la repasser une deuxième fois en étant bien mobilisé. Grand Ouest, bah du coup on avait fait un jump je crois 192.5 direct sur 200 ou 190-200, mais c'est pareil, t'étais en fin de compète après pas mal d'échecs, bah t'étais vidé donc il y avait plus rien. Donc ouais, il y avait pas mal, on avait un plan. De toute façon le plan il était très clair et cette compète là elle nous avait donné quand même énormément d'indicateurs. Mais toi comment t'as abordé déjà cette prépa là dès le début, que ce soit déjà premièrement sur l'aspect mental, ce que t'as pu mettre en place, sur l'aspect routine, sur l'aspect nutrition. Là fais-toi plaisir et parle-nous aussi de ton vécu d'athlète pendant cette prépa. Ouais, mais alors déjà, la sortie de comp après Grand Ouest, je m'étais directement dit que j'arrêtais les 73, faut que je monte en 80. Parce que clairement, les cuts, ça me réussissait pas. Et même, je voyais sur mon physique que ça me limitait. Mm. J'avais clairement une grosse limitation en termes de masse musculaire. Alors que bah, déjà, de base, j'aime bien aussi être musclé, développer mon physique, c'est ce qui me fait kiffer. Donc forcément, me limiter juste pour des performances, alors qu'au final, mes performances, elles peuvent même être décuplées en prenant de la masse. Mm, mm. Forcément, c'était pas le meilleur choix. Donc là, c'était le bon moment pour moi de monter de catégorie. Surtout qu'on avait une prépa qui était aussi assez longue. Donc à ce moment-là, je me suis dit, ok, là c'est en novembre. Je sais plus combien de temps ça nous a pris de préparation, quasiment 6 mois si je me trompe Ouais, pas. ouais, C'est ouais. une bonne prépa. Comparé du coup à Grand Ouest, on a eu entre 3 et 4 mois. 3 mois, ouais. Donc forcément, ça laisse plus de temps pour construire. Et bah, comme tu as dit, pour aussi progresser techniquement sur faire du volume pour les tractions aussi, ça a vraiment aidé. Et donc tout ça, ça a fait que j'ai très bien abordé cette nouvelle prépa, avec aussi un petit peu la rage de reprendre ma revanche et de vraiment passer un autre cap. Donc ouais, j'ai abordé la prépa en me disant, ok, cette fois, je mets la prépa en priorité. Je mets mes progrès, mon évolution en priorité. Et c'est ce qui a fait la différence. En gros, c'est mentalement, si tu te mets pas dans des conditions qui vont te permettre de vraiment progresser, de vraiment t'investir et avoir les résultats que tu veux, forcément, ça va limiter un petit peu la progression. Parce que dès le départ, je me suis dit, ok, bah, on remonte à 5 séances par semaine, j'ai clairement la possibilité de le faire. C'était clairement juste une. Je me disais que 4 séances, ça devrait suffire, mais pour mes objectifs et aussi, tout simplement, pour une routine, 5 séances, c'est clairement faisable. Donc on est remonté sur 5, ça permet aussi d'augmenter la fréquence, c'est bien plus intéressant. Mm. Et donc en même temps de ça, j'ai aussi, avec les tractions, on a vu qu'il y avait aussi quelques problèmes de mobilité. Donc on a commencé à mettre des exos de réhab de mobilité, ce que j'ai pas tenu très longtemps, je vais pas le cacher. Mais le mental était là au départ de je veux faire les choses bien, je veux tout mettre en place. Pour la diète aussi, vu que je montais en catégorie, j'ai commencé par faire une recomposition corporelle parce que j'ai vite repris du poids. Je préférais faire une sèche avant de partir en légère prise de masse pour arriver déjà sur un physique qui me plaît. Parce que pour l'adhérence, c'est hyper important d'avoir un physique qui vous plaît. Moi, en tout cas, Mm. ça m'importe énormément d'avoir un physique qui me plaît pour juste me plaire physiquement et me dire que bah, ce sport, ça me permet de me développer physiquement. Euh, donc j'ai commencé par une sèche, ce qui m'a beaucoup aidé du coup
sur le muscle-up, en plus de la transition poids devant. Donc je me sentais très bien sur cette première période. Et ensuite, le travail de fond sur le dips et le squat, ça a aussi aidé à bien consolider la technique et la forme. Et pour le squat aussi, au final, je pense que c'était quand même une bonne chose d'avoir raté la 200 à Grand Ouest. J'étais en chaussures avec des drops, des Romaleos. Mm. Et c'est pas forcément la meilleure solution que j'avais pris. Parce qu'on est reparti sur du flat, j'ai des slippers, donc des chaussures très plates. Et au final, bah, c'était bien plus intéressant. On a refait la transition et ça marchait très très bien. Donc au final, là, on a quand même on a bien fait de faire ça, de faire le changement dès le départ pour la prépa. On l'a fait pas loin, quasiment à peine un mois après. Donc au final, on a fait des bons changements techniques et même du coup matériel en début de prépa. Comme ça me laissait le temps aussi de m'habituer sur cette nouvelle technique, même si j'avais déjà commencé le squat en flat, mais ça m'a permis de reprendre mes repères et même aussi adapter à ma nouvelle technique, vu qu'on travaillait aussi sur pas mal de points techniques au squat. Donc au final, tout ça cumulé, ça a fait que ça m'a déjà donné un bon élan pour la prépa et je voyais qu'il y avait du chemin à faire pour arriver aux espoirs. Donc je me disais que bah, on avait le temps de bien construire tout ça, quoi. Et donc là, ça y est, on sort de la prépa. Une fois qu'on a fini, on arrive au niveau du picking. Picking où on a eu une belle surprise par rapport aux dips notamment, je pense. Je vais parler déjà peut-être conception avant tout de ce qu'on a fait sur le picking. Sur le picking, en fait, moi déjà, je t'avais prévu un picking long. De base, un petit 4 semaines de picking et 2 semaines d'affûtage. L'objectif de ça, c'est qu'en gros, après, évidemment, les pickings et les affûtages, les protocoles, il n'y a jamais un protocole qui est très quadrillé. L'avantage, c'est que toi, on avait déjà vu ce qui marchait pas, vu que j'ai eu l'occasion de t'accompagner quand même sur Grand Ouest avant. Donc je savais déjà qu'un picking relativement court, t'arrivais pas à éliminer assez de fatigue. En plus, sachant que t'avais le cut, etc. Bah, c'est vrai que la dernière fois, j'aurais dû te laisser un peu plus de semaines d'affûtage pour te permettre quand même d'avoir le temps de faire des steps, etc. par rapport au cut. Mais en tout cas, là, par rapport aux espoirs, du coup, je savais qu'il te fallait un picking long, histoire de vraiment prendre le temps d'arriver en forme sur ta compétition et de maintenir tes adaptations sur les 2 dernières semaines d'affûtage. Et au final, c'est ce qui s'est passé. En termes de conception du picking, moi j'ai 2 choses en tête. Généralement, quand je programme un picking, je pense directement à la fin, par exemple. Donc je vais me dire, ok, bah moi j'aimerais bien que la dernière semaine de picking elle finisse à ça de total. Donc je vais décomposer après semaine par semaine. Évidemment, je me fais une feuille de match aussi prévisionnelle en tête, même si avant que le picking commence, ta feuille de match elle aura jamais rien à voir que pendant le picking. Parce que aussi il y avoir des aléas évidemment en termes de forme physique, en termes de, enfin je parle pas forcément de blessure, mais même en termes de fatigue ou autre, il y a toujours des indicateurs qui font que. Mais pour autant, le picking là était plutôt bien établi. Mais juste il y a eu un petit pépin au niveau du dips. Tu peux nous en parler un peu? Après, je me souviens plus forcément du pépin. Moi, j'ai l'impression que ça s'était bien passé. Juste, bah, Hmm. si les douleurs qui réaugmentaient un petit peu au niveau du pec. Ou Donc, bien non, c'était les tractions. Je crois que c'était les tractions peut-être. Ou ah oui, c'est ça. ouais. Après, moi, je le voyais pas vraiment comme un pépin. Je le voyais plus comme une gêne. Hmm, En hmm, gros, avec ma douleur au pec, ça m'impactait sur les tractions. En gros, hmm, sur la position étirée, sur la position de départ, j'avais le pec qui était étiré et ça me faisait des douleurs au niveau du pec qui hmm. parfois montaient à 3, 4 sur 10, ce qui était un peu gênant. Donc forcément, là, on cherchait un moyen de réduire ces douleurs pour être capable de bien forcer sur le mouvement. Donc voilà, c'était surtout des gênes qui pouvaient m'empêcher de bien me sentir bien sur les mouvements, malgré que j'avais la force pour les mouvements. Parce que même au dips, j'avais Hmm. pas forcément de perte de force. C'était seulement au niveau des douleurs et des sensations que j'étais gêné. Donc ouais, c'est comme ça que j'ai commencé le picking, avec quelques douleurs qui réapparaissaient. Forcément, on avait quand même bien poussé au bloc juste avant. Mais du coup, ouais, c'est ça. J'avais quelques douleurs qui apparaissaient surtout sur les tractions, un petit peu au Hmm. dips, mais c'était beaucoup plus gérable. Et au final, ouais, au final, on a quand même réussi à gérer les douleurs. Forcément, en mettant des exercices de réhab pour le dips, pour le pec avant le dips et aussi avant le tirage. Et ça va vraiment aider déjà je pense que je passais de 3, 4 sur 10 à quasiment entre 1 et 2 sur 10 pour les tractions. Hmm. Ça a vraiment aidé. Ça ressemblait vraiment juste à une gêne à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je me rappelle plus énormément parce que au final c'est très bien passé sur la suite de la prépa, sur la fin du picking. Et même, bon ça c'était pas forcément le meilleur move, mais je suis allé aussi voir une ostéo qui m'a un peu manipulé, même si c'était Hmm. très léger, vu elle a fait attention à pas m'impacter pour la compétition qui arrivait juste après. Mais mentalement, j'ai abordé la séance d'ostéo en me disant que ça allait m'aider et que ça allait baisser mes douleurs à ce niveau-là. Donc forcément, juste après,
je me suis senti bien mieux, douleur qui montait pas au-dessus de 1, donc forcément j'étais bien mieux mentalement et même physiquement je me sentais mieux. Donc au final, tout le travail de réhab plus mental de me dire ça progresse de mieux en mieux, je fais attention, parce que aussi ce qui est important quand on a des douleurs, je pense que c'est important de le faire à chaque fois. Déjà d'en parler à son coach, c'est hyper important pour qu'il y ait Ouais. un retour et pas qu'on arrive à la compète, je suis en mode bah, j'ai des grosses douleurs, au final je peux pas dips. Ça c'est vraiment le pire move à faire, donc prendre le temps de bien échanger là-dessus, bah, du coup mettre un protocole en place, de la réhab pour faire évoluer les symptômes et arriver de plus en plus en forme. Mm, Donc mm, mm. c'est ce qui s'est passé, c'était top. Non, c'est clair. Mais après, en plus, les blessures, ça arrive jamais au bon moment. Là, pour le coup, l'avantage qu'on a eu, c'est que c'était qu'une gêne, comme tu l'as mentionné. Mais pour autant, une gêne qui est pas traitée se transforme en blessure. Après, ça dépend de la gêne. Il y a des gènes où tu peux te dire, ok, bah, je serre les dents et ça va tenir jusqu'à la compète et après je fais ce qu'il faut. Autant toi, on savait que c'était une zone assez fragile, donc fallait la traiter rapidement. Là, le choix qui a été fait, en fait. Enfin, faut concevoir le picking et l'affûtage comme une chose. C'est le picking, je maintiens, enfin, j'essaye d'augmenter petit à petit mes adaptations. Donc j'augmente la charge, le stimulus d'entraînement pour pouvoir préparer la surcompensation. Donc c'est le phénomène qui fait qu'on va passer d'une compète à un simple déload où tu es à 100%, peut-être même un peu moins parce que sur un déload généralement tu es un peu moins exposé aux charges que sur un affûtage et du coup tu passes à 110% grâce à l'affûtage. Mais l'enjeu de ça, c'est-à-dire qu'il faut pas stopper le picking. Ça veut dire que en fait quand t'as une gêne qui arrive et que tu veux la traiter, le choix que j'avais fait, c'était de jouer. Bah du coup, on a dû forcément réduire le tonnage, mais pour autant, on a continué de garder de la charge pour maintenir tes adaptations nerveuses sur tes 3 litres muscle up traction dips, qui était assez douloureux en fin de prépa. Mais au moins, l'avantage qu'on a eu, c'est que bah du coup, on a dit ok, on supprime tous les renfos, c'est pas grave. Pour autant, les renfos, moi j'aime bien jouer avec. En plus, sur un picking, réduire un peu l'intensité, enfin pas réduire l'intensité, continuer d'augmenter l'intensité, mais réduire le volume petit à petit au fur et à mesure du picking. Là, on n'a pas eu le choix que les supprimer pour mettre de la réhab, être sûr que tu puisses la faire avant et après, parce qu'il y avait un protocole de réhab avant que tu fasses tes lifts et après que tu fasses tes lifts. Ça a été systématiquement fait. Et au final, ça rejoint ce que tu dis. C'est comme beaucoup de choses, mais comme t'en parlais, la mobilité, par exemple, ça peut créer des problèmes. Moi, je sais que j'ai, par exemple, un gros déficit de mobilité de hanche, ce qui me créait des problèmes. Et ça a jamais été aussi mieux qu'aujourd'hui, que depuis que je me suis imposé de faire de la mobilité. Et même rien que de l'écrire dans la prog et noter moi-même le RPE, c'est un petit truc mental qui me fait dire, bah ouais, je l'ai fait. Et c'est pas juste écrit, mais vas-y, je fais pas de retour là-dessus, etc. Mais bon, après, toi, t'as de la chance, c'est moi qui te coachais. Moi, il y a personne qui me coach au-dessus pour me dire, Lohan, fais chier, tu fais pas le boulot. Mais pour autant, en fait, ouais, quand tu fais les choses, enfin, on n'a pas un rien sans rien. Dans le sens où dès que tu fais les choses, ça va amener des résultats. Et même sur des micro-domaines, comme tu l'as dit, que ce soit la réhab, une fois qu'elle est faite, une fois qu'elle est tenue, bah la réhab, tu vas voir ce qu'il faut avec. Quand tu travailles ta mobilité, tu vas avoir du confort et tu vas réussir peut-être à développer de la force aussi sur tes mouvements. Même la nutrition, l'aspect mental, en fait, c'est plein de petits facteurs parce qu'on se rend pas compte. Il y a la perf qui est là, c'est un peu la face immergée de l'iceberg, mais juste en dessous, tu vas voir tous les petites composantes, que ce soit mobilité, que ce soit nutrition, que ce soit préparation mentale, que ce soit réhab aussi. Et en fait, quand tu t'occupes déjà de la partie cachée de l'iceberg, forcément qu'après, petit à petit, il va émerger et que tes perfs elles vont augmenter logiquement. Après, si tu laisses trop de choses sur le côté, en te disant bah c'est pas aussi important que de faire mes entraînements et que m'envoyer aux entraînements, bah ta progression elle sera pas aussi importante que ce que tu prévois. Et ça c'est vrai, c'est très important ce que tu dis là-dessus. Ok, une fois que le picking a été fini, déjà toi ton picking, est-ce que tu as mis des choses en place toi de ton côté en tant qu'athlète, que ce soit je pense notamment au niveau des steps, mais même que ce soit en termes de nutrition, mentale, peut-être que tu as fait des trucs de ton côté? Bah, du coup, je vais d'abord parler aussi au global sur toute la préparation. Pour ce qui est de la diète, euh, début de préparation, du coup, j'ai commencé par un cut où je suis descendu à environ à 2400 calories. Donc après, ça c'est très personnel, hein. J'avais une moyenne de pas qui était entre 10 et 12 000. Donc je suis descendu assez bas en calories. Et c'est à ce moment-là où, là du coup je vais aussi parler du mental, c'est à ce moment-là où j'étais dans des moments un peu plus durs dans la prépa mentalement. Parce que j'avais moins de calories, j'avais un mode de vie qui me demandait beaucoup d'efforts. Ce qui faisait que à côté, j'avais pas forcément la plus grosse motivation pour m'entraîner. Mais mentalement, de me dire que chaque séance compte pour l'échéance, ça me faisait me dire que bah, je vais pas skip les renfos. Genre le dernier renfo, même s'il est RPE 10, bah, j'y vais RPE 10. C'est vraiment se dire que chaque rep, chaque effort, chaque série en plus, c'est ça qui va faire la différence le jour J. Donc ça, c'est comme tu as dit, c'est sur chaque aspect dans l'iceberg. C'est vraiment, bah même, moi, ça n'a pas forcément été le cas sur la mobilité, mais tous les points sont importants pour progresser sur la performance. En tout cas, en tant qu'athlète, pour moi, c'est vraiment ça qui fait la différence.
c'est d'aller chercher, grappiller le plus d'efforts possible, le plus, aller chercher un peu plus vers la performance. Donc niveau diète, j'ai commencé assez bas. Et puis quand j'ai recommencé à manger un peu plus, parce que j'étais arrivé à un poids de corps à 74,5, du coup très sec, j'ai commencé une prise de masse mais assez légère, euh, tout en continuant aussi à augmenter les steps. Vu qu'en août il faisait beau, j'avais énormément de facilité à faire des steps, j'étais une moyenne de quasiment 18 000. Donc c'était très facile pour moi de rester sec tout en mangeant plus, ce qui me donnait beaucoup d'énergie. Et surtout, fin août, on avait aussi, c'était un bloc en doublé. Et Mm. j'avais dit à Lohan, Le squat. quand je l'avais vu au France, je lui ai dit, fin du bloc, sur le doublé, je veux mettre 200. Il m'a dit, mon gars, on fonce, tu mettras les 200. Donc au final, ça s'est bien passé. On a vu que c'était faisable de mettre les 200. J'ai mis les 200 fin du bloc, du coup, en août, pour un doublé. La première rep passe, bon la deuxième n'est pas passée, mais on s'était dit que franchement, déjà mettre les 200 sur le dos à Mm. l'entraînement, c'est déjà une victoire. En plus, passer une rep, c'est une super victoire parce que les 200 sont Mm, validés. mm. Et faire une deuxième, et valider la deuxième, ce serait phénoménal, mais déjà juste tenter la deuxième, mentalement, j'étais en mode, bah, la première est bien passée, je peux passer la deuxième. Donc forcément, c'était une belle réussite à ce niveau-là. Et c'est ça, je pense, ce qui est intéressant aussi sur une prépa assez longue, c'est de se fixer des objectifs plus court terme. Là, j'avais le doublé à 200 au squat, ce qui me faisait me dire que bah, je dois déjà atteindre cet objectif pour avancer vers les objectifs que j'ai pour la compétition. C'était pareil pour les tractions. Fin du bloc, du coup, en septembre, j'avais du coup une single euh, qui était normalement RPE 9-10 Ouais. et j'ai mis 70, ce qui était un Mm. PR. Et forcément, ça passait très bien aussi, donc très content là-dessus. Et donc, au final, c'est tout le travail en amont, même quand c'était dur, même quand j'avais pas forcément le plus de calories, mais en gérant du coup pour avoir le meilleur état de forme, bah, ça a fait que les résultats sont arrivés petit à petit pendant la prépa. Et en gros, c'est toutes ces petites victoires de je fais les efforts pour les résultats que je veux, j'ai quelques résultats du coup pendant la prépa. Et en plus de ça, bah, du coup, je sais que j'arrive en forme pour la compétition. Ça a fait que bah, déjà niveau diète, j'étais bien, mentalement j'étais bien. Sur la fin de prépa, je faisais aussi attention à rester sur la même alimentation, à peu près les mêmes aliments. Gérer aussi au niveau en termes de glucides, etc. pour avoir un maximum d'énergie autour de l'entraînement. Gérer aussi au niveau de la digestion, parce que j'avais pas mal de problèmes au niveau de la digestion pour le squat, ce qui Mm, pouvait mm. m'embêter sur le bracing. Là, j'ai bien fait attention à ça, aussi à bien manger pour pas être trop lourd sur le tirage. Donc, il y a tous ces petits facteurs que j'ai fait attention par rapport à l'alimentation. Euh, et du coup, cette alimentation, je l'ai gardée jusqu'à la compète, où j'ai aussi bien géré en termes de poids. Vu que là, j'avais pas besoin de cut, c'était franchement beaucoup plus facile. Et en termes de step, j'ai gardé à peu près une moyenne de entre 12 et 15 000. Et dernière semaine d'affûtage, je crois que je suis descendu vers 10 000, même si je faisais peut-être 12 000 aussi. Mais je restais sur une assez bonne moyenne de pas, sans chercher à me cramer parce que c'est Mm. pas forcément le plus intéressant. Ouais, c'est sûr. Et après, une fois qu'on est arrivé sur la compétition, déjà en amont, bah, il y a un truc qui a été important qu'on a fait. C'est ce que j'aime faire en plus d'habitude, je trouve ça important, c'est le fait de se faire un appel ou de se faire une planif. Bah, à Grand Ouest, on était en face à face, donc on avait pu parler de ce qu'on prévoyait. C'était tout aussi simple, mais là, on avait fait un appel du coup avant les esports pour se dire, ok, c'est quoi les objectifs? En fait, moi, ce que j'aime faire, c'est dire, ok, c'est quoi l'objectif 1 qui va te galvaniser et qui va faire que peu importe la barre que je vais mettre, tu vas te dire, ok, j'y vais. Ton objectif 1, toi, c'était 432 total. Ok. Une fois qu'on l'avait fixé, je dis toujours un objectif 2, au cas où, parce qu'on sait jamais. L'objectif 2, c'était bah, finir sur le podium et pourquoi pas gratter des places en fonction de ce qu'il y aura à gratter. Parce que là, dans le contexte aussi de la prépa, la chance qu'on avait, c'est que quand la liste elle est sortie des personnes qui étaient inscrites aux esports dans KT, on savait qu'il y avait Sofiane, grosse dédicace à lui d'ailleurs et à Tesco si jamais il nous écoute. Mais les deux loulous là, on savait que bon, ça c'était trop loin et qu'on n'allait pas faire comme à la FNSL Grand Ouest, à essayer de le chercher pour une première place, ça valait pas le coup. Là, on parle quand même de, enfin, par rapport à ce qu'il avait annoncé. Normalement, il y avait 70 kilos d'écart. Là, en réalité, je crois qu'il a fini sur 480, donc il y avait 50 kilos d'écart. Mais quand même, quand on voit que sur son squat, il a raté ses deuxièmes essais, bah, ça montre qu'il était intouchable.
Donc on s'était dit, ok, lui on l'oublie. Il y avait un autre gars qui avait pas pu être présent, pourtant qui affichait un niveau relativement similaire au tien. Et bon après ça restera un et si, mais et si il était là, qu'est-ce qui se serait passé? Ça on le saura jamais, mais ça aurait pu aussi te pousser peut-être dans plus de retranchements et ça t'aurait peut-être aussi un peu plus galvanisé. Mais là l'avantage c'est que tu savais que l'objectif 1 de 432 total, celui qui te chauffait le plus, t'avais aucune raison de pas le réaliser et que ton objectif 2 qui était bah je veux finir sur le podium, il allait se faire automatiquement parce que pareil, toi, je crois que tu mets 30 kilos sur le total au troisième, un truc comme ça. Je sais plus Ouais. exactement. Ouais. Mais dans les prévis, dans tous les cas, quand on est venu, quand on est arrivé à la compète et qu'on a fait le calcul, on savait déjà ce qui allait se passer. Donc ça a été l'avantage. Et une fois qu'on arrive à la compète, qu'est-ce qui se passe toi dans ta tête? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce que t'as kiffé, que t'as pas kiffé, ou peu importe. T'en as pensé quoi de toute façon de manière générale? Alors franchement, sur cette compétition, déjà mentalement, je l'abordais avec un bien meilleur état d'esprit. J'étais beaucoup plus confiant parce que je savais que j'avais fait le travail pour arriver en forme. Là, j'avais pas le stress d'être au poids, etc. Et franchement, ouais, je me disais qu'il y avait rien qui pouvait mal se passer parce que tout avait été bien préparé comme il faut. Et le plan qu'on s'était dit pour les 430, ça me paraissait totalement réalisable. Donc déjà ça c'était vraiment hyper important de rappeler ça. Euh, mais en vrai la rivalité avec celui qui était nominé deuxième, moi j'étais nominé troisième, ça aurait pu me perturber du coup sur la compétition. Donc le fait de savoir qu'il n'était pas présent, ça m'a déjà soulagé. J'étais en mode j'ai pas de match, j'ai pas besoin Hmm. de gérer qui que ce soit, j'ai juste à gérer moi ce que j'ai à faire. Donc je fais ma compète tranquille de mon côté et j'ai juste à dérouler sans me poser de questions. Donc déjà ça m'a beaucoup délesté de charge mentale, de me dire attention j'ai un match à jouer, faut que je fasse gaffe à ce que je fais. Là j'étais en mode juste je fais mon meilleur match et pas de stress à avoir. Je pense mentalement j'aurais dû aborder un peu différemment la situation s'il y avait un concurrent direct. Après, je sais pas si ça aura vraiment impacté ma performance ou pas. Mais en tout cas, du coup, là, j'étais beaucoup plus soulagé. J'avais pas de stress par rapport à la performance. Et c'était du coup bien plus, bien plus cool pour faire une compétition dans ces conditions-là. Et puis même, c'est un truc que tu recommandes toi de manière générale ou pas? Parce que c'est vrai que du coup, t'as pu jouer le match en mode j'ai un match à jouer. T'as déjà joué un match en mode je vise juste un objectif de total. Est-ce que c'est quelque chose peut-être que toi tu vises? Enfin, si tu sais qu'il y a des personnes par exemple qui se prennent trop la tête en compète et qui ont beaucoup de pression, toi tu penses que c'est quoi en fait la finalité par rapport aux compètes après avoir joué ces deux matchs? Alors franchement, pour moi, ouais, ce serait quand même viser un total. Bah, viser un total, pas forcément, mais chercher à faire son meilleur match, c'est le plus important. Pas forcément. Je m'étais mis un total en tête, mais c'est parce qu'il faut aussi se fixer un objectif. Mais le plus important, c'est faire le meilleur match possible le jour J. Et nous, forcément, on avait l'objectif des 430 parce qu'on savait que c'était réalisable. Euh, mais du coup, si le jour J, bah, pour être sûr de finir deuxième, par exemple, je devais pas faire 430, mais du coup un peu moins, je pense que ça aurait peut-être été le choix à faire. Ou si vraiment j'étais en mode, bah non, les 430, on est sûr qu'on veut ça, j'aurais mis les 430. Donc c'est pour ça aussi, savoir quel objectif est prioritaire, c'est important de le savoir. Mais pour moi, faire son meilleur match, du coup ça dépend aussi des objectifs qu'on a, hein, mais faire son meilleur match, c'est le plus important. Et ça dépend du coup des conditions du jour J. Que je pense que ça dépendra vraiment de la compétition. Je pense à Grand Ouest, j'aurais pas pu faire autrement. Parce que à ce moment-là, mon objectif prioritaire, c'était de faire un podium. Euh, donc au final, le total, il m'importait pas vraiment. Hmm. Donc, forcément, c'était. Mais en vrai, là, si je fais le bilan, le mieux, c'est quand même de chercher le meilleur total. Parce que si vous cherchez une place, ça veut dire que vous voulez vous placer au-dessus de quelqu'un d'autre, sans forcément savoir si vous allez progresser vous-même. Donc là au moins j'ai vu que sur cette compétition, j'ai vraiment progressé comparé aux compétitions précédentes en termes de niveau et de performance. Et donc au final, bah, sur le long terme, c'est mieux de savoir où vous en êtes en termes de performance. Donc je sais que les prochaines compétitions, j'aborderai surtout en termes de performance et de total en priorité. Et forcément, bah, du coup, la position, elle découle de ça. Ok. Et bon, pour la finalité, après, une fois qu'on est ressorti des espoirs, je sais plus, on a fait un PR plus combien du coup par rapport à Bretagne? Bah, plus 26-25. Plus 26-25, ok. Donc 26-25, qui est franchement une excellente perf.
bah, comme tu l'as dit, en 6 mois, faire un PR plus 26-25 à ton niveau de pratique aussi, ça, c'est quelque chose sur lequel je rebondis. Parce que j'en parlais tout à l'heure, je sais plus dans quel contexte, mais en gros, moi, je disais, bon, bah, voilà, là, je vais prendre un an pour bien faire une prépa longue, parce que moi, en plus, je suis un grand partisan des prépas longues. Quand j'avais fait Grand Ouest et après les France, mais j'étais aigri comme pas possible parce que je déteste. Non, bah, ouais, en plus, le double cut et tout, mais bref, il y avait pas mal de trucs. Mais, genre, moi, je déteste être pressé dans ma prépa et pas avoir le temps de construire une fois que je sors d'une échéance et que je me dis, putain, j'ai vu des points sur lesquels j'ai envie de m'améliorer. Et c'est vrai que ça prend énormément de temps en vrai de consolider de la technique ou même de consolider de la force ou peu importe. Et là j'avais dit bon, je pars sur un an de prépa, si je fais PR plus 30, je suis content. Et je me suis dit putain en vrai, PR plus 30 c'est pas beaucoup. Et après je suis revenu en arrière et je me suis dit bah si en fait c'est énorme. C'est énorme mais parce qu'on se rend pas compte qu'en fait il y a des débutants ou même des ovnis comme on les appelle, bah, comme Soso par exemple, qui vont énormément progresser d'un coup et rapidement. Et ça, malheureusement, j'ai envie de te dire, bah, c'est la génétique, hein. C'est comme ça. Des fois, il y en a qui vont progresser plus 100 tous les ans. Et il y en a, au fur et à mesure de leur pratique, plus ils vont atteindre un certain palier, plus ça va être compliqué. Je crois que, je sais plus c'était qui avait dit ça, je crois que c'était Captain, si je dis pas de bêtises. Mais en gros, et cette phrase, elle est trop vraie, et je l'ai bien retenue en tête d'ailleurs parce que je vais la ressortir aujourd'hui. Mais en gros, c'est facile de progresser de 0% jusqu'à 95% de ton potentiel max, mais même jusqu'à 90%, je crois que c'était, mais bref, une fois que tu arrives à 90%, pour gratter 1% supplémentaire à chaque fois, ça prend énormément de temps avant d'arriver au 100%. Et en vrai, c'est une galère pas possible, mais c'est vrai que quand on arrive à notre niveau de pratique, bah Stan, toi, ça fait un moment que tu fais de la muscu. Moi, ça fait aussi un long moment parce que j'ai commencé en 2018, traction et div, j'ai commencé en force en 2020. Bon, sans pour autant me mettre en street lifting, hein, je me mettais pas dans une case, mais pour autant, je travaillais un peu en force. Quand tu regardes, ça fait quand même bientôt 5 ans, 7 ans que je fais de la salle, bientôt 5 ans que je fais des dips et des tractions lestées du moins. Et en vrai, c'est dur après petit à petit de briser briser des barrières, briser des vitres pour continuer de progresser. Et c'est vrai que la progression, des fois, bah, c'est ça, hein. Et même, les gars, j'ai envie de dire, même si vous êtes débutant, que vous avez le meilleur contexte du monde pour progresser, il suffit qu'il y ait une blessure qui arrive et en vrai, t'es déjà content de taper un plus 20 de total en 6 mois, en un an, ou peu importe. Et il faut relativiser par rapport à sa progression personnelle. L'important, c'est de progresser, comme tu l'as dit, soit sur du physique, si esthétiquement ça compte. Moi, je pense que je suis l'inverse de toi parce que avant, c'est vrai que quand j'avais commencé le street, j'étais vraiment là en mode, le street c'est génial parce que du coup, muscle up, traction, deep squat, bah ça travaille tout le corps de manière générale. Et c'est pour ça que j'avais bien kiffé le sport à la base. Et pour autant, maintenant, j'ai bien switch dans l'attention parce que maintenant, physiquement, j'en ai plus rien à secouer. Je fais relativement attention à ce que je mange. Bon, je suis pas encore en prépa, donc je profite bien comme il faut. Mais pour autant, bah, c'est vrai que moi, maintenant, le physique ne compte plus vraiment pour moi. C'est plus un indicateur par rapport à mes perfs. Ce que je vais rechercher, c'est quand même une augmentation des perfs ou une amélioration de ma technique, mais pour autant, le but, c'est toujours de prendre du plaisir à monter sur le plateau, avoir la petite pression et tout ce qui va avec. Et je me mets pas comment dire, de barres en tête ou de choses en tête. En fait, tout vient à point quand tu sais l'attendre. C'est le meilleur proverbe qui puisse exister. Mais en vrai, quand t'es patient et que t'attends rien de particulier, et je pense que le pire truc aussi à faire, c'est de se dire, là, par exemple, je veux 500 de total, c'est qu'en fait, tu te mets une pression par rapport à ça, et une pression qui est pas forcément bonne. Des fois, il y a beaucoup de gens qui savent pas gérer cette pression-là. Alors que si tu dis juste, je ferai toujours ce qu'il faut à l'entraînement, et je prends ce qui vient au fur et à mesure, bah tant mieux, écoute. Mais voilà. Donc petite parenthèse faite. Donc un joli PR quand même que tu as fait sur bah, ces 6 mois, en sachant qu'il y a eu tout le contexte particulier, il y a eu Grand Ouest entre-temps où on a fait un PR négatif du coup pour remonter après avec ce bon choix de KT qui a été la moins de 80. Et Dieu merci qu'on l'ait fait, ce choix de KT. Toi, ça a été quoi en vrai la différence principale entre les deux échéances? Je pense que c'est la préparation, hein. Ça s'est joué sur la préparation, c'est pas forcément joué le jour J ou sur un détail, c'était vraiment sur la préparation au global. Et là, je pense, c'est clairement surtout de ma responsabilité où j'ai abordé la préparation, pas forcément d'un même œil. Euh, j'ai abordé la préparation pour Espoir avec beaucoup plus de sérieux. Euh, et je pense du coup la préparation pour Grand Ouest, elle m'a surtout apporté plein d'enseignements. Elle m'a permis d'être plus mature dans ma préparation et comprendre que forcément j'avais pas mal de facilité quand je me suis mis au streetlifting.
J'ai commencé, j'avais un total quasiment à 3,60 et en 2-3 mois, j'étais déjà monté à plus de 3,80. Hmm. Ce qui fait que j'avais une progression assez rapide. Décembre, j'en vois plus de 400. Et je me disais, bah, ça va continuer dans cette direction. Ça va être assez facile pour que mes perfs continuent à progresser. En plus, je prends un coach. Je me dis, bah, ça va être facile, ça va le faire. Mais au final, non. Un coach, c'est pas un magicien, c'est pas lui qui va faire les performances à votre place. Donc forcément, je pense que c'est ce côté-là où j'ai pas forcément voulu mettre les efforts nécessaires pour les objectifs que j'avais. Et pour la prépa, pour Espoir, j'avais conscience des efforts qui m'attendaient pour avoir le niveau que je voulais avoir. Donc je pense que c'est ça qui a changé, c'est vraiment avoir conscience de ce qu'on veut. Comme tu le disais, on va pas prendre 100 kilos sur le total en un an. C'est très rare, c'est très peu de personnes qui arrivent à le faire. Et si on se met un objectif de, par exemple, je veux prendre 30 kilos sur mon total, faut avoir conscience des efforts qu'il faut faire pour l'avoir. Hmm. Forcément, ça va pas se faire en claquant des doigts. Donc je pense que ça m'a appris beaucoup de choses sur la prépa Grand Ouest et, euh, et du coup qui ont pu m'aider sur la prépa pour Espoir. Ok. Et ben on est plutôt pas mal. Après là c'est le petit sujet que j'aime beaucoup. J'en ai énormément parlé, je pense, dans des podcasts ou même enfin, de manière imponctuelle. J'en parle souvent de ce sujet-là. Mais enfin on va pas dire forcément le bloc pivot. Enfin même si je rappelle la définition, même si du coup il y en a beaucoup qui l'ont déjà entendu de ma bouche cette foutue définition. Mais le bloc pivot, c'est faire autre chose que la pratique sur laquelle on souhaite exceller pendant un court instant. Donc un bloc, ça peut être un microcycle, enfin plutôt un mésocycle qui va durer 5 semaines, on va dire 6 semaines, ou même plus hein, s'il y a besoin. Toi, pour le coup, t'es parti plutôt sur un macrocycle qui va durer un long moment quand même, pivot. Mais pour toi, en fait, c'est quoi les aspects vers lesquels tu t'es dirigé? Dans quelle situation, on va dire, que tu conseilles ça? Et même si tu veux nous parler de ton macrocycle aussi, c'est quoi l'objectif derrière? Hésite pas, c'est le moment. Mhm. Déjà, premièrement, en vrai, ça dépend de comment on ressort d'une compétition. Après, ça peut dépendre aussi si on prévoit à l'avance de ce qu'on veut faire, mais je pense sur le moment, c'est plutôt là où on peut vraiment décider. Parce que moi, après Grand Ouest, je m'étais dit, à tout moment, même si je suis pas qualifié aux France, j'arrête, je fais une petite pause avec le street. Alors que j'ai fini la compétition, j'étais en mode, je veux retourner à l'entraînement, je veux continuer le street, il n'y a pas le choix, je veux reprogresser. Donc ça dépend vraiment du moment et de comment ça se passe. Mais je comprends aussi le côté où on peut avoir des crashs post-comp, et ça peut arriver souvent. Moi, ça n'a pas trop été le cas sur mes deux dernières compétitions. Donc au final, c'était cool parce que même là, sur cette compétition Espoir, j'avais prévu, du coup, là, j'avais préparé à l'avance, le fait que, vu que je montais en catégorie, j'ai été pesé à 76,5 pour la catégorie moins de 80. Donc j'ai clairement de la marge pour remplir la catégorie. Et forcément, bah, j'aime bien aussi le côté body, le côté construire du muscle, avoir un bon physique. Donc je me suis dit, pour kiffer cette partie-là de l'entraînement, je vais me faire une phase beaucoup plus axée musculation, body, pour construire du muscle, prioriser cet aspect-là de la performance. Euh, et du coup, forcément, je me suis dit, bah, j'ai pas forcément d'objectif de compétition plutôt court terme. Et en finissant Espoir, je me suis dit, bah, la prochaine compétition qui serait intéressante de faire, ce serait Espoir l'année d'après. Du coup, sûrement ma compétition qui arrivera, ce sera euh, FNSL Espoir 2026. Hmm. Et je pense que oui, quand on n'a pas. Avoir un objectif de compétition, c'est quand même important parce que moi, c'est ce qui me drive un petit peu dans mes entraînements. Je pense que j'arriverai pas à garder un entraînement 100% musculation sur du très long terme parce qu'il me faut un objectif précis avec une date et avec une performance précise à faire. C'est pour ça que la force, ça me plaît tellement. Donc le fait de m'avoir fixé cette compétition dans un an, je me dis que ça me laisse largement le temps pour progresser physiquement et aussi en termes de performance. Donc je me suis dit, ça tombe parfaitement, bah, je fais la moitié pour de l'hypertrophie et la moitié où je me remets en prépa pour la compétition. Ce qui me laisse
le même temps de prépa que j'ai fait pour Espoir. Et, et donc pour moi, je pense que c'est un très bon choix. Ça a été réfléchi et surtout, bah, ça me permet de prendre du plaisir à l'entraînement euh, et ouais, de faire quelque chose qui me plaît juste après la compétition. J'ai pas eu besoin de me dire, ok, là je me reprépare pour une compétition directement. J'étais en mode, bah non, là mon objectif, mon focus, c'est sur autre chose. Et je pense que c'est ça qui aide sur les blocs pivots, c'est de mettre son focus sur autre chose que juste la perf, les mouvements, le streetlifting. Je pense que ça Mm. permet de déconnecter et de penser à autre chose. Carrément. Bah, là où en plus on en a parlé, c'est que, enfin, le coup du bloc pivot, où généralement du coup ça dure moins longtemps, c'est que ça reste avantageux parce que tu perds pas tes adaptations. Le coup du macro cycle, enfin, en fait, ça me fait rappeler la conversation qu'on avait avec Marco dans la voiture sur le trajet retour, où il disait, mais gros, enfin, tu vas revenir, ça va pas être ouf, patati patata, c'est pas optimisé par rapport au street. Et en soi, il a totalement raison de le dire. Parce qu'en vrai, oui, c'est pas le plus opti de vouloir, enfin, quand tu veux reperf en streetlifting, de faire ça. Mais là où ton choix c'est le plus opti pour toi, c'est plutôt sur l'aspect qualitatif, parce que du coup, ça va booster ton adhérence à la prog. Enfin, déjà là, t'as pas non plus abandonné les mouvements de street, même si une fois par semaine, même si là tu comptes réaugmenter la fréquence, comme tu me l'as dit en off, bah c'est pas forcément assez. Ça te permet quand même de maintenir un certain nombre d'adaptations et de continuer de travailler sur le pattern de mouvement. Mais pour autant, c'est vrai que bah, du coup, tu perds du volume, donc forcément, tu vas perdre des adaptations, etc. Et forcément, ton total ne va pas monter. Pour autant, c'est pas l'objectif que tu cherches toi derrière. L'objectif, tu l'as dit, il est surtout physiquement. Donc déjà, de un, ça vient te chercher sur un objectif que toi, tu as envie. Et ça, c'est le plus important, c'est qu'on fait pas du SL pour plaire aux autres, mais plutôt pour se plaire à soi. Pareil sur le côté physique, si toi, tu as envie d'en faire, c'est ça qui va te galvaniser. Pour autant, l'objectif 2 là, qui est streetlifting maintenant, tu sais qu'il va revenir un moment ou l'autre en objectif 1, mais tu sais que ce choix-là que tu fais, c'est un truc qui va te permettre de t'entraîner parce que l'avantage aussi des blocs pivots, c'est de se dire, bah voilà, je décroche un peu de la pratique pour que quand je revienne là-dedans, bah je sois reboosté à fond. Et c'est totalement ce qui va se passer avec toi, et même si jamais, enfin, on disait ouais que tu reviennes en SL ou pas, dans tous les cas, ça va te faire un bien fou de faire ce bloc-là, pour faire une mise au point, pour remplir aussi les 80 au cas où tu reviennes en street, et surtout que mentalement, tu reviendras, tu seras à 200% dans les entraînements. Et au final, c'est là où l'effet il va se voir. Certes, quand tu reprendras le street, si tu arrives à refaire 430 de total, c'est déjà très très bien. Mais pour autant, quand tu vas revenir au street, peu importe le total que tu vas avoir, mémoire musculaire, mémoire de force, ça va revenir très vite. Déjà numéro un. Et numéro 2 même, tu seras tellement à l'aise et tu auras tellement build de muscles que forcément, tu auras une nouvelle base sur laquelle construire de la force. Et en plus, c'est mentalement où tu seras à 200% parce que bah, tu auras mis en pause, tu auras eu envie de reprendre, et quand tu vas reprendre, tu vas être à fond. Donc moi, je valide totalement le pattern de démarche, même si du coup, pour certains, ça peut paraître long. Pour autant, après, c'est comme tout, comme on dit toujours, il n'y a jamais de vérité. L'important, c'est votre vérité à vous, et c'est ce que vous avez besoin de faire à l'instant T surtout. C'est ça le plus important. Si vous avez besoin de faire, même imaginons avant votre picking, vous avez besoin de décrocher et de faire de l'endurance, bah faites-le si ça vous fait du bien en fait. Et peu importe après ce que les gens en disent, que ce soit pas opti ou autre, bah on s'en fiche. L'important c'est que ça soit opti là-dedans et que ça fasse du bien là-dedans avant de faire du bien par rapport à vos perfs, parce que sinon il y a des risques derrière, hein. Si vous continuez de vous acharner, vous allez vous retrouver parfois avec des burn-out, avec des bore-out, tout ce qui va avec, parce que vous allez être démotivé et que vous allez pas avoir l'impression de faire ce qui vous plaît en fait. Donc voilà, je faisais ma petite aparté sur ça en mode gros soutien pour ta prep, mais dans tous les cas, j'ai envie de te dire, comme on arrive près de l'heure de podcast, ça va être le moment pour moi de dire que si vous voulez voir l'évolution de Stan, bah les gars, faut aller le suivre sur Insta en fait. C'est tout simple. Sur Insta à fond, comme il vous l'a dit en début de vidéo, c'est beaucoup de contenu motivationnel qui fait plaisir à voir, surtout même lifestyle, etc. Enfin, tu fais vraiment pas mal de trucs de manière vaste. En tout cas, moi j'adore le contenu que tu fais et je pense que on le voit bien parce que je commente tout est réel à chaque fois en mode fanboy. Bah après, j'ai envie de te dire avant de te laisser le mot de la fin, on n'oublie pas les gars, surtout si vous êtes arrivés jusque-là, c'est que vous êtes des énormes masterclass. Alors n'hésitez pas à laisser un emoji, on va dire l'emoji casquette. Ça c'est à cause de Fitmax que je suis obligé de dire emoji casquette à chaque vidéo. Le like, le partage qui va avec. Comme je vous l'ai dit, il y a les réseaux de Stan, il y a également les miens dans la description YouTube si vous voulez aller faire un tour et surtout vous abonner pour voir la suite.
Stan, ton petit mot de la fin? Ben, donnez-vous les moyens si vous avez des objectifs, que vous avez des rêves et que vous voulez les accomplir. Juste donnez-vous les moyens et allez-y. J'adore. Et ça va avec ce qu'on disait avec la face cachée de l'iceberg, donc c'est magnifique. Ok, et ben mon Stan, encore un énorme plaisir aussi de t'avoir reçu sur le podcast. On suit de très près ce que ça va donner par rapport à ton arc body. On a très très hâte de voir la suite. Et puis les gars, moi je vous dis à une prochaine. Ciao ciao.